Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour une petite vidéo organisation de l'année mais en lien avec les livres. Donc en gros ce qu'on va faire ce matin c'est que je vais un peu organiser ma PAL parce que en fait j'ai plein de livres que j'ai achetés depuis un moment et que j'ai toujours pas lus. Du coup j'aimerais bien me les répertorier pour pouvoir avoir accès assez rapidement à cette liste, et puis ça me donnera des idées de lecture quand je saurai pas quoi lire ou quand l'impulsion me viendra d'avoir envie d'acheter un nouveau livre. Je regarderai juste cette liste et si ça se trouve il y aura quelque chose que j'aurai envie de lire sur cette liste, donc ça me réfrènera un peu dans mes envies d'acheter des nouveaux livres. Dans une dernière vidéo je vous montrais que je faisais mon nouveau bullet journal et en fait j'ai pas encore fait la page pile à lire. J'ai fait quelques pages en rapport avec les livres que je vais vous montrer. Il y a quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires de vous montrer mon carnet de lecture. Ça je pourrais pas le faire tout de suite parce que comme dit j'en ai plusieurs et il y en a un qui est chez mes parents, donc ça je le ferai dès que je serai rentrée et que je l'aurai récupéré. Mon carnet de lecture c'est ce carnet là, il y a quelques pages qui sont faites dedans mais pas toutes. J'avoue que je suis pas très assidue avec. La page la plus complète et la plus cool je trouve c'est la page sur Antigone. Je réserve 2 pages pour chaque livre. Et puis sur ces pages, je mets des citations, des images en rapport avec le livre, etc. Ça me fait un petit... je sais pas comment dire, une petite atmosphère pour chaque livre que j'ai lu de l'année. Et puis quand j'y reviens, voilà, je me replonge tout de suite dans cette petite atmosphère. Du coup, c'est pas dans ce cahier-là qu'on va noter ma PAL, ça va être dans mon bullet journal. Parce que pour le coup, le bullet journal, c'est vraiment un cahier organisation et pas tellement pour noter ce que j'ai pensé de mes livres et tout ça. Donc on va commencer par faire ça, par faire une liste toute simple, genre vraiment juste une bullet list de tous les livres que j'ai dont je me souviens, parce que je sais que j'en ai chez mes parents mais je me souviendrai pas de tout là tout de suite. Et puis ensuite on va les mettre dans Goodreads, on va faire une nouvelle étagère. Je l'ai pas trop développé encore mon compte Goodreads et donc j'aimerais bien faire des nouvelles étagères, donc je pense que je vais faire une étagère PAL. Et donc on va faire ça ensemble. J'ai appris exprès pour cette vidéo à faire des captures d'écran vidéo. Voilà, je pensais que ce serait marrant de faire ça ensemble. Du coup là je vais commencer par faire ma page dans mon bullet journal. Et puis ensuite je vais répertorier tous les livres que je veux mettre sur ma PAL. Et enfin on mettra tout ça sur Goodreads. Ah oui, mais d'abord du coup je vais vous montrer les pages liées aux livres que j'ai fait dans mon bullet journal. Je suis assez fière de mon bullet journal de cette année. Je vais donner des vibes un peu Dark Academia, mais je vais vous montrer. Au départ je voulais un bullet journal violet et il l'avait plus dans la papeterie où je suis allée. Finalement j'aime bien, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça c'est la première page de mon bullet journal, un peu la couverture. Je l'ai faite assez vite et en fait je me suis pas trop embêtée, j'ai imprimé des images que j'aime bien et j'ai fait un collage, voilà. C'était pas très compliqué à faire. Et ensuite j'ai mon future log, mes goals, ma wishlist, quelque chose pour traquer les fois où je vais faire du sport. Ça ce sera pour mettre mes différentes réussites cette année. Et donc ça c'est les premières pages dédiées aux livres. Ça c'est les livres lus en 2022. Donc dès que j'ai lu un livre je le mets dans une ligne. Donc je mets l'auteur, le titre, la date où je l'ai lu et la note que je lui donne. Et ensuite ça c'est des livres que j'ai envie de lire ou que vous m'avez recommandé. Je les note tous ici. Comme ça, je les oublie pas. Et ensuite, ça, c'est des idées de vidéos pour YouTube, des idées de posts pour le blog. Ça, je l'ai pas encore rempli cette page, mais c'est la checklist de toutes les étapes par lesquelles je passe quand je crée une vidéo. Ça, c'est la même chose, mais pour le blog. Ça, ce sera pour suivre un peu ma croissance sur YouTube cette année. Et puis, j'ai une page pour mes commentaires préférés, les vidéos qui ont le plus marché. Et puis à la fin de l'année mes analytics de l'année. Je vais faire la même chose pour le blog, je ne l'ai pas encore terminé. Ça c'est un modèle d'emploi du temps de mes semaines. Ça c'est un peu une liste d'œuvres et de choses que je veux faire chaque mois jusqu'à l'année prochaine pour préparer un peu déjà l'agrégation. Et ça ce sera la liste des œuvres au programme. J'ai fait une première page comme ça un peu de présentation du mois de janvier.
un calendrier et puis les idées de vidéos, d'articles. Là, je mets mes lectures du mois de janvier. J'ai réservé une case pour mettre des images des choses que j'ai préférées ce mois-ci. Et ensuite, ça, c'est voilà, mes weekly spreads. Voilà. Bref. Donc là, ce qu'on va faire, je pense que je vais prendre une des pages que j'avais réservées. Je vais prendre cette page et je vais faire ma petite liste, ma PAL dessus. Donc je pense que je vais commencer par noter les livres que j'ai entamés et que j'ai pas fini, parce que c'est un peu les plus urgents à finir. J'aime pas trop ne pas finir des livres, même si j'ai commencé des livres un peu gros et qui m'ont pas trop happé, mais je vais quand même les noter et je vais essayer de les finir. Je pense que ça peut aussi faire l'objet d'une vidéo, genre finir vraiment les livres que j'ai pas fini en 2021. Donc je vais commencer par noter ceux-là et puis après je les noterai un peu dans n'importe quel ordre les autres. Je les mettrai peut-être dans l'ordre alphabétique sur Goodreads ou dans l'ordre d'achat. Même si je me souviens plus exactement de quand j'ai acheté tous mes livres, mais bon. Là, je suis en train de regarder sur des sites qui suggèrent des idées de classiques parce que je sais plus... Enfin là, je commence à plus trop savoir qu'est-ce que j'ai pas. Ah oui. Bon, ça y est, j'ai plus de place sur mes 2 pages. Je pense pas que j'ai tout réussi à noter, mais je me rappelle pas de plus. Donc pour l'instant, je vais déjà mettre ça sur Goodreads et puis si ça me revient, j'en rajouterai. Franchement, il y en a que j'ai depuis très longtemps des livres. Je sais pas, par exemple, le roman de la momie, je l'avais acheté au lycée et je l'ai pas encore lu. L'Andromaque de Racine aussi, elle date du lycée. La recherche de l'absolu de Balzac, je l'ai acheté il y a quelques années, hein. Je pense que c'est quand j'avais lu Lys dans la vallée. Bon, puis après, il y en a des plus récents, mais il y en a quand même des vieux. Bon, je vais me mettre dans mon lit, ce sera plus confortable. Et je suis face à la fenêtre, donc il y a un peu plus de lumière. Du coup, bah c'est parti. Du coup, add shelf. P-A-L. Donc on va commencer par les livres que j'ai pas finis en 2021 et qu'il faut que je finisse. Ouais, je sais que j'avais l'air d'avoir hâte de lire A Tale of Two Cities et en fait quand je le lisais vraiment j'aimais bien, mais c'est pas un livre vers lequel j'ai eu envie de revenir quand j'arrêtais de lire, mais je vais quand même le finir parce que je sens que ça va faire comme la peau de chagrin. C'est un livre que j'ai vraiment bien aimé en fait, hein. Quand je le lisais c'était très agréable, mais j'ai pas eu la force de le finir, donc je pense qu'il faut juste que je me pousse un peu pour le finir et qu'au final j'aimerais beaucoup une fois que je l'aurai lu. Bon, je regarde quand même s'ils ont les éditions que j'aime, mais pas toujours à mon avis, hein. Miniature Paraguay que j'ai jamais fini, mais j'avais bien commencé, mais il y a eu des trucs un peu dégoûtants. L'homme révolté, pareil, je l'avais commencé, j'étais bien avancée, puis je l'ai lâché, je l'ai pas fini. David Copperfield, pareil, j'avais regardé le film avec Dev Patel et j'avais trop aimé. Je suis direct allée l'acheter le lendemain, le livre. Je l'ai commencé et je l'ai pas fini parce qu'il est vraiment très long, mais il est vraiment super. Du coup je voudrais bien finir ça aussi. Je pense que c'est un peu mon toxic trait de commencer des Dickens et de pas les finir. Mais en même temps ils sont tellement énormes que bon voilà, ça c'est les livres que j'ai pas fini en 2021 et donc on passe à la suite des livres. Un beau ténébreux de Julien Gracq. J'avais vraiment voulu lire Julien Gracq en prépa parce qu'on en parlait pas mal. Notre prof elle avait échangé des lettres avec lui quand elle était étudiante. Du coup elle l'adorait et
Elle nous en parlait souvent, donc ça m'a donné envie de le lire. J'avais acheté un de ses livres au hasard. Je sais que le plus connu c'est Le Rivage des Sirtes, c'est celui qui est le plus recommandé aussi. Mais je sais pas, Un beau ténébreux ça m'avait attirée, du coup j'étais partie sur celui-là et puis je l'ai jamais lu au final. Donc ça serait bien que je le fasse un jour quand même. Je vous ai un peu zoomé parce que j'étais un peu loin quand même. Invisible Man, c'est un livre de Ralph Ellison qui m'avait trop donné envie. C'est un livre sur la condition des personnes de couleur aux États-Unis et ça avait l'air vraiment magnifique. J'avais lu sur internet l'incipit de ce roman qui, je pense, est la meilleure première page de n'importe quel roman que j'ai jamais lu. Ensuite, donc, Don Quichotte, pareil, ça fait un moment que je veux le lire et je l'ai toujours pas lu. Frankenstein, que je viens d'acheter. J'avais pas de copie papier. Bon, il n'y a pas l'édition, vous savez, des œuvres autobiographiques de Rousseau que j'ai acheté, la toute vieille édition. Du coup, je vais mettre les 2 livres principaux qui sont dedans, qui sont Les Confessions et Les Rêveries du promeneur solitaire. Voilà, on m'appelle. Ensuite, L'Enfant de Méduse de Sylvie Germain. Oh, j'ai trop hâte de lire ce livre. J'avais trop aimé le livre des nuits de Sylvie Germain, c'était trop bien. Et maintenant j'ai envie de lire tout ce qu'elle a écrit. Ah oui, j'avais trouvé un livre quand Gébergène était encore ouvert. Je l'avais jamais vu, je savais pas ce que c'était. Je l'ai acheté parce qu'il était pas cher, mais genre je savais pas du tout ce que c'était. Et quand je suis allée voir sur Goodreads, bah en fait il a 4,4. Il y a quelqu'un qui dit « C'est mon livre préféré. Vibrante peinture des relations humaines au cœur de l'Amérique des années 60, les frères K nous remportent avec tendresse dans les méandres de la famille Chance. Entre un père aux rêves brisés et une mère obsédée par la religion, entre sirène de la liberté et fanatisme, les enfants devront choisir leur propre manière d'appréhender un monde en pleine effervescence. Si Everett, l'aîné rebelle, cherche à renverser toute forme d'autorité, Peter, l'intello bohème, tente plutôt de construire ses propres croyances, tandis qu'Erwin, l'innocent géant, suit simplement sa foi. Mais quand viendra le temps des guerres, celle du Vietnam, celle des certitudes et celle, plus intime entre générations, tous souffriront. Profondément drôle, émouvante et superbement écrite, l'histoire de ces 2 décennies d'amour, de colère et de regret nous entraîne aussi bien dans l'enfer militaire du Vietnam ou dans une Inde rocambolesque digne de Wes Anderson que dans le trou le plus perdu et humide du Canada. Mon Dieu, ça fait trop rêver. Ensuite, La Terre de Zola. Oui, je l'avais acheté un peu au hasard comme ça. C'est rare qu'un Zola me fasse envie. Pourtant, je sais que c'est intéressant, mais j'ai pas encore trouvé une manière de vraiment m'y intéresser. Ceux que j'ai lus, peut-être je les ai pas lus au bon moment, mais voilà, ils m'avaient pas particulièrement plu. Donc faudrait peut-être que je m'y remette. Il en a pas écrit tant que ça. C'est faisable de lire toute l'œuvre de Zola, je pense. Plus que de lire toute l'œuvre de Balzac. Ouais, La Terre, parce que ça avait l'air intéressant. J'avais lu la 4e de couverture. De retour de la bataille de Solferino, le provençal Jean Macquart s'est installé dans un village de la Beauce, où il est devenu le valet du fermier Hourdequin. Mais quoiqu'il s'éprenne bientôt de Françoise, la nièce du vieux père Fouan, Jean reste ici un étranger à la communauté villageoise, car le vrai drame qui va se jouer est celui de la terre que Louis Fouan a décidé de partager entre ses 3 enfants. Qu'il s'agisse en effet de la terre ou de la sexualité, c'est le désir de possession brutale qui est au cœur de ce 15e roman des Rougon-Macquart. Mais ce que souhaite surtout Zola lorsqu'il fait paraître son livre en 1887, c'est brosser, aussi complètement que possible, un tableau de la campagne et de la paysannerie, décrite comme une sorte d'humanité primitive. Et parce qu'il n'écarte pas les formes les plus vives ni les plus frustres de cette vitalité élémentaire, son roman a heurté la critique. Mais le public ne l'a pas écouté, et à la mort de l'écrivain, La Terre demeurait l'un de ses romans les plus lus. Ensuite, Moby Dick. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas ce roman, je crois. Ouais, il a que 3,5. On verra ce que j'en pense, moi. 12 Years a Slave. I could not believe that I had never heard of this book. It felt as important as Anne Frank's diary. C'est le mémoire en fait de Solomon Northup, qui est né libre à New York et en fait qui a fini par être vendu comme esclave et qui a perdu sa liberté. Sa Majesté des Mouches. Je voulais lire ça cet été et puis j'ai pas eu le temps, donc il reste dans ma dans ma bibliothèque pour l'instant. Moi, s'il y a des livres qui sont dans ma PAL que vous avez lus et que vous avez aimé comme ça, je saurais par lesquels commencer. J'ai aussi The Age of Innocence de Edith Wharton. J'ai entendu dire que c'était pas le meilleur pour commencer Edith Wharton, que Ethan Frome était mieux pour commencer Edith Wharton. East of Eden, c'est un de mes films préférés, à l'Est d'Éden en français je crois, avec James Dean, vraiment il est incroyable ce film. Et du coup je l'avais acheté en livre et c'est un vrai mastodonte. Du coup je l'ai pas encore commencé, il me fait un peu peur, mais je sais déjà que j'aime l'histoire et que je trouve ça super intéressant, du coup faut vraiment que je le lise. L'archipel du Goulag, alors j'ai tous les tomes, je les ai trouvés chez mes grands-parents.
et je les ai récupérés parce qu'ils faisaient rien, ils traînaient dans le grenier. La vie des 12 Césars de Suétone, de la connaissance historique de Marou. Henri-René Marou, c'est un auteur à connaître pour vraiment les antiquisants parce que c'est un monstre, c'est notre père à tous un peu. Il s'agit d'un essai qui est une manière de chef-d'œuvre. Sérieusement, je ne crois pas avoir lu rien d'aussi complet ni d'aussi précis sur le travail de l'historien. Un tel livre n'est pas seulement fort utile pour les étudiants d'histoire, il devait être un maître-livre pour quiconque veut vraiment prendre conscience des problèmes historiques d'hier et d'aujourd'hui. C'est vraiment le manuel de l'historien, quoi. Kidnapped de Robert Louis Stevenson. C'est un roman d'aventure écossais. Et ouais, c'était un moment où Outlander me manquait et du coup j'avais acheté ce livre. En 1552, l'Écosse se relève à peine d'une guerre meurtrière. Le pouvoir anglais faisait peser lourdement sa main sur les clans Highlanders qui l'ont défié. Depuis leur exil, les chefs de clans survivants tentent de ranimer une rébellion vouée à l'échec. C'est le décor que Stevenson choisit pour Kidnapped. Il y retrace les pérégrinations d'un jeune héritier spoilé par un oncle qui veut le faire disparaître, et d'un rebelle pourchassé par les Anglais, improbable duo que seul le statut de fugitif va rapprocher. Reconstitution historique d'une grande fidélité, Kidnapped, paru en 1886, la même année que l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, et reste l'un des plus célèbres romans d'aventure de Stevenson. Donc voilà, en fait c'est un peu la suite d'Outlander, enfin ce qui se passe pendant que Jamie part aux États-Unis. Qui sont pas encore les États-Unis à l'époque. La Flèche Noire aussi de Stevenson qui est plutôt un roman, il me semble, fantastique un peu. Au cours de la seconde moitié du XVe siècle en Angleterre, sur fond de guerre des roses qui oppose la maison des Lancaster à celle des York, le jeune Richard Shelton découvre que son tuteur, Sir Daniel, est responsable de la mort de son père. Sir Daniel devient hostile à Richard et celui-ci, pour se venger, décide de rejoindre la bande de la Flèche Noire des hors-la-loi. Donc ouais, c'est plus un peu un roman historique, mais ça se passe vraiment bien avant l'époque à laquelle se passe Kidnapped. Le silence du vent, c'est un roman de Louise Erdrich, ou Erdrich, je sais pas comment on prononce son nom de famille, qui est une écrivaine amérindienne. Donc si je voulais le résumer, un dimanche de printemps, une femme est agressée sexuellement sur une réserve indienne du Dakota du Nord. Traumatisée, Geraldine Coates n'est pas en mesure de révéler ce qui s'est passé à la police, ni d'en parler à son mari ou à son fils de 13 ans, Joe. En une seule journée, la vie de ce dernier est bouleversée. Il essaie d'aider sa mère, mais elle reste alitée et s'enfonce peu à peu dans le mutisme et la solitude. Tandis que son père, qui est juge, confie la situation à la justice et à la loi, Joe perd patience face à une enquête qui piétine. Et il décide avec ses copains de chercher les réponses de son côté. Leur quête les mène tout d'abord dans un lieu sacré à proximité duquel la mère de Joe a été violée. Dans ce livre magnifique, comme dans le reste de son œuvre, Louise Erdrich parvient à mêler la tragédie, l'humour, la poésie et la grâce pour restituer les sentiments et les émotions de ses personnages face à la violence dont tant de femmes sont aujourd'hui victimes. Auprès de moi pour toujours de Kazuo Ishiguro, il me semble que le titre anglais c'est Never Let Me Go, et d'ailleurs Andrew Garfield a joué dans l'adaptation cinématographique de ce roman. Du coup je vous lis aussi le résumé. Kat, Ruth et Tommy ont été élevés à Aylsham dans les années 90. Une école idyllique nichée dans la campagne anglaise où les enfants étaient protégés du monde extérieur et élevés dans l'idée qu'ils étaient des êtres à part, que leur bien-être personnel était essentiel, non seulement pour eux-mêmes mais pour la société dans laquelle ils entreraient un jour. Mais pour quelles raisons les avait-on réunis là? Bien des années plus tard, Kat s'autorise enfin à céder aux appels de la mémoire et tente de retrouver un sens à leur passé commun. Avec Ruth et Tommy, elle prend peu à peu conscience que leur enfance, apparemment heureuse, n'a cessé de les hanter au point de frelater leur vie d'adulte. Kazuo Ishiguro traite des sujets qui nous touchent de près aujourd'hui, la perte de l'innocence, l'importance de la mémoire, ce qu'une personne est prête à donner, la valeur qu'elle accorde à autrui, la marque qu'elle pourra laisser. Ce roman vertigineux, porté par la grâce, raconte une histoire d'humanité, de conscience et d'amour. Dans l'Angleterre contemporaine, ce chef-d'œuvre d'anticipation est appelé à devenir le classique de nos vies fragiles. Ça a l'air vraiment trop bien. Kazuo Ishiguro, c'est un auteur qui parle souvent du thème des souvenirs, de la mémoire et de comment le passé peut nous hanter. Et du coup, ça a l'air vraiment magnifique comme roman. Ensuite, Anna Karenine. Je voyais beaucoup de youtubeuses que j'adore lire ce livre l'année dernière. Du coup, ça m'a donné envie de le lire aussi. Le bruit et la fureur. Je l'ai acheté après avoir vu Macbeth. Parce que vous savez, la fin de Macbeth, c'est ce qui a inspiré ce roman. J'ai retrouvé la citation.
Voilà, c'est dans la tirade de Macbeth, dans le 5e acte. La vie n'est qu'une ombre errante, un pauvre acteur qui se pavane et s'agite une heure sur la scène, et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. Et donc en fait dans ce roman, William Faulkner prend ça au pied de la lettre et imagine une histoire racontée par un idiot. C'est avec cet ouvrage explosif que William Faulkner fut révélé au public et à la critique. Auteur de La moiteur étouffante du sud des États-Unis, Faulkner a réellement bouleversé l'académisme narratif en plaçant son récit sous le signe du monologue intérieur. Du monologue d'abord confié à un simple d'esprit, passablement dépassé par les événements qui se déroulent autour de lui. Confusément, les images qui lui parviennent font remonter ses souvenirs. Il brosse de façon impressionniste et chaotique l'histoire douloureuse de sa famille. Vient ensuite le moment d'écouter les confessions de Quentin, son frère, exposant les raisons qui le pousseront à se donner la mort. D'amour déçu en déchirement, la fratrie se désagrège. Jouant subtilement avec les différences de registre en passant d'un personnage à l'autre, Faulkner conclut en tant que narrateur extérieur ce roman violent où chacun se débat tant bien que mal sans réellement pouvoir se soustraire à un destin funeste. J'aime beaucoup Faulkner, c'est très compliqué à lire, même en français. J'avais lu Sanctuaire et vraiment une galère à comprendre vraiment ce qui se passe. Faulkner, il demande vraiment au lecteur de s'investir et de suivre et d'essayer de collecter les indices par lui-même et d'en tirer du sens. Mais du coup, c'est des lectures assez complexes parce qu'il faut vraiment être concentré à fond dans le roman. Mais ça vaut la peine parce que c'est des romans qui laissent une trace, pas un souvenir forcément visuel. Enfin, il y a des romans dont je me rappelle vraiment certaines scènes où je vois les personnages dans ma tête, etc. Mais les romans de Faulkner, c'est plutôt des romans qui laissent une impression, une atmosphère, un décor qui est souvent... Ouais, la moiteur, c'est une bonne manière de le décrire. La moiteur, la chaleur, ouais, la transpiration et une espèce de gêne, de malaise, de peur, d'angoisse. C'est tout ça qui reste après que j'ai lu Sanctuaire. Et je pense que dans Le bruit et la fureur, on va avoir un peu quelque chose de similaire. Mais je l'ai pas encore lu, mais j'ai très très hâte. Le Comte de Monte Cristo, je l'ai commencé, j'ai bien avancé dedans. Mais bon, je suis loin de l'avoir fini. Ensuite, Tess d'Uberville. Ça, c'est un roman anglais qui parle de la condition des femmes dans l'Angleterre rurale qui petit à petit s'industrialise. Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Joseph Conrad, c'est pas un auteur d'origine anglaise ou américaine, mais il écrit en anglais et son style est très très complexe parce que comme c'est pas sa première langue, il a appris l'anglais et il a appris un anglais très académique et du coup il a vraiment un vocabulaire très très riche et c'est assez dur à lire en anglais. Du coup pareil, c'est un livre que j'avais commencé et que j'ai pas tout à fait fini parce que je trouvais que c'était vraiment très très dur. Donc faudra que je le reprenne un de ces jours. Tom Sawyer. Ça je pense que je le lirai cet été. De Henry David Thoreau. Un récit autobiographique aussi de la part de Thoreau qui est un auteur américain du 19e siècle. Où en fait il raconte sa vie dans les bois parce qu'en fait c'est un philosophe de l'existentialisme qui s'est retiré de la société pour aller vivre dans la forêt au plus proche de la nature et du coup il raconte un peu en détail sa vie quotidienne. Alors les histoires extraordinaires de Poe, traduite par Baudelaire, les voyages de Gulliver. Alors ça c'est Jonathan Swift. Le rayon vert de Jules Verne. Ça c'est aussi un roman qui se passe en Écosse. Parfois au moment de disparaître dans les flots, le soleil lance sur l'océan une ultime et brève fulgurance. Ce fameux rayon vert qui, d'après une légende écossaise, confère à ceux dont il a frappé les yeux le pouvoir de voir clair dans les sentiments et les cœurs. Alors que ses deux oncles et tuteurs, Sam et Sib Melville, se proposent de la marier à un jeune savant de leur relation, Aristobulus Ursiklos, la jeune Helena Campbell émet le souhait de contempler le rayon vert. Comment lui refuser ce voyage, au cours duquel, espère-t-il, elle se laissera convaincre d'accepter l'époux qu'on lui propose. Ce qu'il ne prévoit pas, c'est qu'un jeune artiste peintre, Olivier Sinclair, va bouleverser tous leurs plans. Avec ce roman imprégné de ses souvenirs de voyage en Écosse, Jules Verne semble vouloir prendre ironiquement le contre-pied du reste de son œuvre. Ici, l'esprit positif et scientifique, incarné par l'ennuyeux et pédant Aristobulus, cède devant l'art, la rêverie, l'imagination poétique, dans une histoire d'amour contée en souriant. Ça a l'air trop bien.
Ensuite il y a Les Travailleurs de la mer d'Hugo. Bon, j'ai mis l'édition de la Pléiade, j'ai pas du tout l'édition de la Pléiade, j'ai un livre poche. Les lettres persanes. C'est vraiment étonnant qu'on m'ait jamais fait lire Les lettres persanes de Montesquieu, parce que je sais pas, c'est un peu le classique que tout le monde a lu au collège et moi je l'avais pas lu. Les pensées de Pascal. Je pense pas que ce soit un livre, les pensées qui se lisent comme ça d'une traite. C'est un livre qu'on picore. La Chartreuse de Parme de Stendhal. La recherche de l'absolu de Balzac. Je l'avais acheté pour pouvoir avoir un exemple en dissertation sur la science en philo. Je parle pour les gens habitués à trouver la sagesse dans la feuille qui tombe, des problèmes gigantesques dans la fumée qui s'élève, des théories dans les vibrations de la lumière, de la pensée dans les marbres, et le plus horrible des mouvements dans l'immobilité. Je me place au point précis où la science touche à la folie. Les essais de Montaigne. Pareil, je pense que c'est un livre qui se lit comme il a été écrit à saut et à gambade, qui se lit pas d'un seul coup, donc j'essayerai jamais de les lire d'un seul coup. Et enfin, j'en ai encore deux, le roman de la momie, on a presque fini. De Théophile Gautier. Pour les gens qui aiment bien l'histoire, c'est vraiment chouette. Théophile Gautier allait en Égypte, il me semble, et c'est un roman qu'il a écrit après. Dans un tombeau de la vallée des rois, un jeune lord anglais et un archéologue découvrent la momie d'une jeune fille à la bouleversante beauté. Près d'elle, un papyrus raconte son histoire. Ainsi nous est révélé le destin de Tahoser, fille d'un grand prêtre d'Égypte, qui s'éprend d'un hébreu. Elle est prête à partager la vie du peuple esclave, mais Pharaon, passionnément amoureux d'elle, la fait enlever et lui offre puissance et richesse. Le drame culmine lorsque, sur les pas de Moïse, les Hébreux se mettent en marche vers la mer Rouge, bientôt poursuivis par le monarque à la tête de son armée. Pour reconstituer la splendeur de la civilisation du Nil à son apogée et ressusciter ses villes défuntes, Théophile Gautier a utilisé toutes les connaissances de l'égyptologie naissante. Il nous donne ainsi un des premiers romans de l'Égypte ancienne tel que l'Europe avait pu l'arriver. Et enfin, La modification de Butor. En fait, c'est un livre qui est très intéressant parce que... Enfin, qui est amusant dans le sens où il a été écrit pour durer très exactement... ou pour se lire très exactement dans le temps qu'il faut pour aller en train de Paris à Rome. Donc voilà, c'est un peu tous les livres auxquels je peux penser là. On va rester là-dessus pour l'instant. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo, que ça vous a donné des idées de lecture aussi. Moi, en vrai, ça m'a rappelé pourquoi j'avais eu envie de lire certains livres et puis ça m'a redonné l'envie d'en lire certains. Dites-moi dans les commentaires, vous, quels sont les livres qui sont depuis le plus longtemps sur votre pile à lire. On peut se motiver à les lire ensemble. Je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne semaine. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si c'est la première fois que vous passez par là. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.